Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live, le premier du mois d'avril. Et je suis ravi ce soir de recevoir Max Clanet. Max, bonsoir. Bonsoir, Florian. Voilà, merci à toi d'être parmi nous ce soir, d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque et à partager tes romans. Merci à toi. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité et j'y viens avec beaucoup de plaisir. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont venir en commentaire et je les salue déjà tous les personnes qui sont présentes, qui vont poser des questions. Et le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire qui est Max Clanet? Alors, Max Clanet, il a eu plusieurs vies professionnelles. Il a d'abord travaillé pendant quelques années, disons, il a porté la robe noire, donc je ne dirai pas plus. Ensuite, j'ai fait une carrière de journaliste d'investigation que j'ai arrêtée maintenant pour des raisons d'opportunité. Et maintenant, j'écris des romans, des thrillers et une série espionnage, puisque c'est aujourd'hui le sujet de ton émission. Voilà, c'est ça. Je tiens à saluer les personnes qui sont là. Je vois que Frédéric Ricard est là. Bonsoir. Nelly Topcher qui est là. Bonsoir Nelly. Bonsoir Geneviève Nelly. Montenon, Manuel. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. N'hésitez pas à poser vos questions à Max. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui en off. C'est quelqu'un de très gentil. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous commencer en première question, nous présenter ton univers livresque, nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as écrit jusqu'à aujourd'hui? Alors donc, effectivement, pendant ma carrière de journaliste, j'ai écrit dans un premier temps 3 livres d'investigation. Le premier sur des sujets quand même très sérieux, puisque c'était des enquêtes journalistiques. Le premier, en collaboration avec un autre journaliste de Marseille, concernant le crash de la caravelle Ajaccio-Nice. Le second sur la Maison des Têtes de Toulon, un drame qui s'est déroulé en février 1989, qui a causé la mort de 13 personnes à Toulon. C'est un immeuble qui s'est effondré. Un ouvrage d'ailleurs qui a terminé sa vie au Congrès américain à Washington, puisque les Américains se sont intéressés à ce livre. Bon, maintenant je sais pourquoi. Et le troisième, L'encre de la liberté, qui est paru il y a un an, qui est l'histoire d'un homme qui a été condamné en 1998 après 4 ans de prévention dans le cadre de l'assassinat de la députée varoise Yann Pia. Donc il a été condamné à 15 ans de réclusion, il a fait 11 ans de détention et pendant sa détention, il a lu beaucoup de livres. Et donc, il a bénéficié d'une libération conditionnelle et donc il est devenu artiste slam, scénariste, etc., etc. Donc, il a vraiment fait sa résilience, comme on dit, au-delà de la réinsertion. Et donc, L'encre de la liberté, puisque c'est le nom du livre, c'est le récit de ce parcours hors norme de ce garçon, enfin, qui a 47 ans maintenant, quand même. Hein, voilà. Donc, une fois que j'ai arrêté l'investigation journalistique, je me suis tourné vers des sujets quand même... je ne dirais pas plus frivole, mais en tout cas moins sérieux. Et j'ai commencé à écrire donc des fictions. Le premier dont on va parler tout à l'heure, un thriller, et puis d'autres dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Voilà, donc actuellement, je n'écris plus que des fictions, des romans d'espionnage et un thriller. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, il y a une première question de Fanny Ornus que je salue qui me dit « Super intéressant, l'Élysée, je lirai bien ce livre ». Écoute, ça nous permet de faire la transition, effectivement, de parler de ce roman, Les dossiers secrets de l'Élysée, l'affaire Kior, qui est, si je l'ai bien compris, le premier d'une série. Voilà. On va avoir l'occasion d'en parler. Justement, pourquoi avoir choisi de parler de l'Élysée? Alors, c'est vrai et on en parlait pas plus tard que jeudi soir, à une dizaine de jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, ça fait 2 fois cette semaine qu'on parle de l'Élysée. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Alors, donc effectivement, comme tu dis, c'est le premier d'une série. Donc, le premier est paru il y a quelques mois. Le deuxième paraîtra à la fin de cette année, en décembre 2022. Le troisième, probablement quelques mois plus tard, en avril 2023. Et le quatrième est en cours d'écriture. Et le cinquième est dans ma tête. Donc, voilà. Pourquoi l'Élysée? L'Élysée, c'est le nom générique de la série, puisque c'est une série espionnage qui se déroule dans les années 60 sous la présidence du général de Gaulle, aux alentours 65, 66, 67. Le général de Gaulle donc est au pouvoir depuis quelques années et il crée une sorte de cellule spéciale, un peu confidentielle, mais tout à fait légale, et
et il confie des missions un petit peu confidentielles à un officier qui s'appelle le commandant Marius Le Garec, dont c'est le protagoniste du livre, qui va enquêter, et à partir de la deuxième histoire, il sera secondé par une jeune femme très pétillante qui s'appelle Charlotte Poletti, et on va tomber sur une espèce de binôme, un petit peu, je compare toujours au binôme extraordinaire de Chapeau melon et bottes de cuir, tu vois, des années 60, avec beaucoup d'humour, un humour bon genre, très agréable. Ce sont des livres dans lesquels tu ne retrouveras ni grossièreté, ni vulgarité, ni propos racistes, antisémites, tout ce que tu veux. Ils peuvent être même lus par des ados éventuellement. Et donc, on a choisi les dossiers secrets de l'Élysée parce que le point de départ, c'est le général de Gaulle et c'est le palais de l'Élysée. Voilà. Alors après, il y a un sous-titre, l'affaire, bon là, c'est l'affaire Chior. Le deuxième, ça sera l'affaire Fomagata. Ça se passera en Espagne du temps du général Franco. Le troisième se passe en Italie, donc avec la mafia, et le quatrième au Portugal. Voilà. Ok, ben écoute, vu qu'il y a des questions qui arrivent concernant le roman, ce que je peux te proposer, et ce que je vous propose à l'ensemble des lecteurs qui sont présents, et que je remercie encore une fois d'être là, il y a une bande-annonce qui nous présente ce roman. On la regarde, et ensuite, donc, on pourra discuter de cette bande-annonce et répondre aux questions. Ça te va? Sans problème, Florian. Allez, on regarde la bande-annonce, et Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Quel terrible secret renferme le parchemin du résistant? Ce parchemin parle-t-il du temple de Jérusalem? Et pourquoi l'Église veut-elle les récupérer? Est-il un danger pour la chrétienté? Des hommes en noir rôdent la nuit dans les cimetières. Ils profanent des tombes avec des signes nazis. Cherche-t-il les caisses volées au SS en 1944 et enterrées par les maquisards? 20 ans plus tard, les villageois se terrent de peur dans leur maison. Que veulent ces inconnus venus de la capitale? Pourquoi surveillent-ils une ferme abandonnée? Le commandant Le Garec, secrètement missionné par l'Élysée, se lance aux trousses des pilleurs de tombes. Il découvre la machination d'un groupe de néo-nazis qui veut mettre la main sur le bulletin allemand. Le parchemin du résistant va déclencher une véritable série noire. L'affaire Chior, une poursuite impitoyable dans la France des années 60. Une première mission pour le commandant Le Garec, secrètement missionné par l'Élysée. Voilà, donc les dossiers secrets de l'Élysée, affaire Chior aux éditions LBS Noir. Voilà, merci Max de nous montrer la couverture. Donc justement, on vient de voir donc cette bande-annonce, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que justement tu peux nous présenter un petit peu toutes ces personnes qui ont collaboré avec toi? Oui, ben, ce sont des personnes de la famille de mon épouse qui travaillent dans le sport et qui veulent se lancer un petit peu dans le cinéma. Donc, ils m'ont... bon, j'ai écrit le scénario, un peu du vidéoclip, c'est vite fait. C'est pas le scénario qui est en cours de discussion, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, à partir de là, bon, j'ai tiré quelques personnages et quelques scènes du livre pour construire ce mini-scénario. Et alors, pour la petite histoire, on voit un cimetière, donc on voit un personnage en noir, bon, c'est moi, hein, dans un cimetière. Éventuellement, peut-être qu'un des lecteurs pourrait nous dire, est-ce que quelqu'un a deviné un petit peu quel est ce cimetière? Question que je pose. Tu vois, j'inverse les rôles, Florian. Si quelqu'un le reconnaît, qu'il le dise à l'antenne. Voilà, et puis on offrira un exemplaire que j'irai acheter à la librairie pour le gamin. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi pour cette présentation. Et justement, il y a une question très intéressante de Nelly qui nous dit comment t'es venue l'idée d'écrire ce roman, Les dossiers secrets de l'Élysée? Alors, ça a été un travail de longue haleine. Au départ, c'était un roman régional, tu vois,
qui se passait ça se passe dans l'Ariège. Et puis, bon, j'étais pas trop content. Ça ne fonctionnait pas. Et après, je l'ai transformé pour faire un roman d'espionnage. Alors, pourquoi l'espionnage? Parce que, d'abord, c'est un genre quand même important, c'est un genre majeur de la fiction. Hein. Le problème, c'est qu'il y a très peu de romans d'espionnage en France, par rapport, par exemple, aux Anglais qui sont très forts là-dessus. Et donc, je me suis intéressé aussi également à cette période-là, à la période gaulliste des années 60, 70. Ce sont des années qui étaient très riches d'un point de vue politique, historique. Et donc, je me suis dit que finalement, cette époque était finalement très intéressante et surtout qu'elle intéressait les gens. D'ailleurs, je le vois quand je fais des salons et des dédicaces très nombreuses. Grâce à mon agent littéraire. Et donc, les gens qui l'ont connu sont heureux de retrouver des personnages, des faits, des choses qui se sont passées en cette période-là. Et les gens qui ne connaissent pas cette période sont heureux d'y venir parce que, bon, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'était quand même une période qui était très sereine. On était en paix, on avait de la croissance, on n'avait pas de la délinquance et de la criminalité comme aujourd'hui. Donc c'était une période calme, tranquille, sereine. Et je pense que, enfin je sais parce que les gens me l'ont dit, que beaucoup de personnes ont la nostalgie de cette époque-là. Donc j'ai décidé d'écrire un petit peu des histoires qui se passaient, qui se déroulaient dans cette période-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a également Frédéric Ricard qui nous demande si tu as pu visiter l'Élysée pour écrire le roman. Non, de l'extérieur, oui, mais pas de l'intérieur. Parce qu'en réalité, les dossiers secrets de l'Élysée correspondent à cette fameuse cellule, entre guillemets, service un petit peu parallèle. Mais en réalité, on voit pas trop, on voit quelques scènes, quelques passages avec le général de Gaulle, mais je suis jamais entré dans l'Élysée. Non, non, jamais. Jamais. J'aimerais bien, mais on ne m'a pas invité pour l'instant. Alors, le livre a été arrivé, alors pour la petite couverture, si la question est intéressante du monsieur, parce qu'effectivement, j'ai envoyé ce livre, dans la mesure où ça s'appelle Les dossiers secrets de l'Élysée, j'ai envoyé ce livre au président de la République, Escalité, et puis il m'a répondu en disant qu'il avait bien reçu, et il m'en a remercié. Eh bien, écoute, en espérant peut-être avoir son retour très prochainement. Voilà, peut-être. Une autre question, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce livre? Alors celui-là, il a été très long à écrire parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, au départ, c'était pas du tout un roman d'espionnage, c'était un roman régional. En règle générale, un livre, je mets bien un an et demi pour l'écrire parce que au-delà de l'histoire, comme je dis toujours aux lecteurs et aux gens que je vois en dédicace, j'essaie d'écrire en français. C'est-à-dire que nous avons un patrimoine commun qui est la langue française, qui est attaquée de toutes parts par l'anglais de tous les côtés, etc. Et donc, il faut essayer de travailler son français. Donc, je suis un inconditionnel de la phrase, du temps, de la sémantique. Quand j'écris, je sais qu'un cambrioleur, c'est pas un voleur, un vol, c'est pas un cambriolage, c'est pas un larcin, c'est pas une buffleterie. Donc, il m'arrive de rester parfois des minutes devant une phrase parce que le mot ne me convient pas. Donc, au-delà, c'est tout. J'essaie d'écrire normalement. Donc, je mets beaucoup de temps à écrire parce que je veux que le travail, bon, parfait, ça n'existe pas, bien entendu, mais je veux que le travail soit propre parce que la première chose que je respecte, c'est mon lecteur et mes lecteurs. Je n'écris pas pour moi, j'écris pour eux. Moi, mon histoire, je la connais, je la connais par cœur. Mais le lecteur, je dois le respecter parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui me lit. Donc, au minimum, c'est de donner au lecteur quelque chose qui soit français, qui soit agréable à lire, qui soit fluide, mais comme je disais, donc qui respecte la langue française au maximum. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas à prendre du temps pour écrire mes livres. Eh bien, écoute, merci à toi, en tout cas au nom des lecteurs. Et justement, quand tu écris, et je rejoins un petit peu la question de Nelly, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que c'est plutôt le matin, le soir, l'après-midi? Alors, oui et non. Oui et non, parce que je suis un homme libre et je veux être surtout libre dans mon écriture, donc je ne m'impose pas des contraintes. Mais par contre, j'ai des habitudes, donc j'écris très tôt le matin. Je suis au clavier vers 6 heures du matin, à peu près. Je suis plutôt du matin que le soir. Alors, je m'arrête
temps en temps, je bois un café, etc. Mais je suis plutôt du matin. Mais après, je suis libre. Bon, j'ai des idées qui me viennent. Je les note sur un petit bout de papier si je suis à l'extérieur, etc. Mais j'ai pas vraiment de rituel. Je te dis, je veux pas être prisonnier de ma propre écriture. Donc, je veux être un homme libre jusqu'au bout de mes ongles et jusqu'au bout de mon clavier. Mais voilà, en général, j'écris le matin. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que quand tu écris, tu as la trame dans ta tête dès le début ou est-ce que tu commences et tu te laisses part à l'imagination? Alors, donc je suis passé de l'écriture journalistique à l'écriture fiction. L'écriture journalistique, bon, c'est quelque chose de sérieux parce qu'on est tenu, on a des faits, on doit raconter des faits, on a des sources à respecter. Donc vraiment, c'est très compartimenté. Et bon, l'écriture fiction, c'est plus facile d'une certaine façon. Donc, ce qu'il faut pour l'écrivain, c'est avoir le plan dans la tête. Comme disait le grand Corneille un jour, je ne sais plus à qui, il avait dit Corneille, j'ai écrit mon plan, j'ai fini mon livre. Bon, alors c'est une image. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux principes à respecter. Il faut garder son plan dans la tête, d'une part, le plan de son livre, mais après, il faut un peu se laisser aller. Il faut se faire guider par son personnage, ses personnages, ses protagonistes. Il faut se laisser aller. C'est le personnage qui conduit l'histoire. C'est bon, l'écrivain, il est là, c'est la plume, mais c'est le personnage. Donc, il faut se laisser aller. Et à ce niveau-là, je ne m'impose pas des contraintes. Et donc, j'écris comme ça me vient, mais toujours en respectant le plan. Je connais le début, je connais la fin, je connais l'articulation, je connais la dynamique des chapitres parce qu'il faut que ça bouge. Et après, je me laisse. Alors, parfois, ça ne me convient pas, je reviens en arrière. Il m'est arrivé de changer carrément le plan parce que ça ne me convenait pas. Donc, je le fais au fur et à mesure, sans vraiment des contraintes. Il faut, si l'écrivain s'impose des contraintes dans son écriture, ces contraintes seront ressenties par le lecteur. Elles seront ressenties, et c'est pour ça qu'il y a certains livres, quand on les lit, on sent que peut-être, enfin moi ça m'est arrivé de ressentir comme ça, on se dit l'auteur il est prisonnier de quelque chose, en fait il est prisonnier de ses contraintes, il ne faut pas être prisonnier de ses contraintes, il faut être libre jusqu'au bout de la plume. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'après, nous, le lecteur, on se ressent aussi. Voilà, tout à fait, voilà, absolument. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire moi j'écris pas pour moi, j'écris pour mes lecteurs, donc il faut que la lecture c'est un plaisir, on lit par plaisir, on lit parce qu'on a envie de lire, on est actif, c'est pas comme à la télé où on s'assied, on regarde. Le livre, ça demande quand même un effort intellectuel. Donc il faut que le lecteur il trouve plaisir à lire, il trouve une histoire qui tienne la route. Hein, et puis à partir de là, il faut aussi que dans la dynamique du livre et dans l'écriture, dans le jeu du romancier, de l'écrivain, on sente cette liberté créative. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, je tiens à saluer donc toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure donc ce soir. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle donc on reçoit Max Clanet qui vient donc nous présenter son roman Les dossiers secrets de l'Élysée aux éditions LBS Noir. Donc voilà, on le répète, on est à 10 jours même pas de l'élection présidentielle. Oui. C'est un livre qui tombe bien. Et justement, puisque tu parlais de tes personnages il y a un instant, il y a une question intéressante de Nelly qui nous dit, tu as dit tout à l'heure que dans le second épisode des dossiers, tu as ajouté un personnage féminin. Pourquoi ? Alors, oui, c'est une bonne question. Disons, pour donner un petit peu plus Bon, au départ, c'était un personnage, c'est ce fameux commandant Marius Le Garec qui est seul, qui enquête. Et j'ai trouvé que c'était un peu figé parce que, bon, il est là, il est seul, il a le chef des services secrets qui est un général, qui lui donne des directives, etc., qu'on voit comme dans tous les feuilletons télévisés, au début, à la fin, de temps en temps. Et j'ai trouvé que ça allait un peu égayer de mettre un deuxième personnage, de mettre une femme. Ça permet de multiplier des scènes qu'on ne peut pas écrire avec un seul personnage et surtout, ça permet d'aérer les dialogues et de faire des dialogues et des échanges qui sont plus intéressants qu'avec une seule personne. Une seule personne, il est là, il fait sa mission d'espionnage et ça s'arrête là. Alors que le deuxième personnage, il permet, il ajoute, c'est un peu le personnage qui va dynamiser le tout et notamment ça se verra au niveau des dialogues, comme je te disais tout à l'heure. J'ai introduit beaucoup d'humour, mais un humour de bon ton, de bonne aloi, si tu veux, à partir du deuxième. Et ça permet un petit peu d'éclaircir le roman, parce que bon, quand même, l'espionnage, c'est pas du roman noir, mais il y a quand même des choses gravissimes qui se passent, puisqu'on est quand même l'espion, il travaille pour les intérêts supérieurs de la nation. Donc, quand il va à l'extérieur, bon, c'est quand même sérieux. Donc, ce sont quand même des
fictions qui collent quand même à la réalité. Donc, il faut un petit peu fluidifier tout ça. Il faut un peu fleur bleue, enfin pas fleur bleue, mais disons que le personnage féminin, ça permet de faire un duo qui fait avancer le livre avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus un peu de gaieté aussi. Et est-ce que tu fais des fiches personnages? Est-ce que chaque personnage a sa fiche? Ou est-ce Non, que... alors, oui et non, c'est-à-dire que avant de travailler, je fais ce qu'on appelle dans le cinéma, puisque bon, on parlera peut-être si tu veux tout à l'heure des scénarios qui ont été faits à partir de ça. Je travaille mes personnages au bistouri, c'est-à-dire que bon, je sais comment il est, je le vois. Effectivement, il faut parce que ça évite éventuellement de se planter en cours de récit. Et puis, comme je vais faire une série, il faut quand même que le personnage, bon, ce soit le même pendant les. Voilà. Donc, effectivement. Oui, je fais des fiches personnages. Disons qu'en gros, avant de mettre un personnage, de le faire agir, je sais comment il est, je sais comment il réagit, je connais son caractère, je connais sa vie de famille, qui transparaît d'ailleurs au fil du livre, parce que sinon ça serait un peu trop figé. Donc effectivement, on fait des fiches, on fait un petit peu, disons qu'on travaille la personnalité et la psychologie des personnages, et c'est très important effectivement. D'accord, merci beaucoup. Tu sors bientôt un thriller. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu disais tout Oui, à l'heure, alors là, des projets. voilà. Alors le thriller, c'est un autre style de livre, puisque Les Nuits de la Bête, puisque c'est le titre du livre, la bête avec un B majuscule, c'est la bête de l'Apocalypse selon l'évangile de Saint Jean. La particularité, c'est que d'abord, comme je te disais tout à l'heure, il se passe les faits, enfin le livre, c'est une histoire qui se déroule dans Marseille, Intramuros et un petit peu la Provence, mais surtout Marseille. Pardon. Et c'est une enquête, un thriller, donc avec une montée en puissance tout au long du livre, qui se déroule dans les sectes satanistes dans Marseille. Voilà, donc ça sera vraiment un thriller. Bon, c'est vraiment un thriller, hein, c'est très dur, ça n'a rien à voir avec les dossiers secrets de l'Élysée qui est de l'espionnage. Là, on est vraiment dans le roman noir, dans le thriller, c'est très très fort. Et donc, il sortira au mois de mai de cette année. D'accord. Et pourquoi, justement, je rebondis sur une question, pourquoi avoir choisi de passer au thriller? Et pour toi, est-ce que c'est plus difficile d'écrire du thriller polar par rapport à ce que tu écrivais jusqu'à maintenant? Voilà, alors, en réalité, si tu veux, c'est une décision de mon éditeur. J'ai la chance de travailler avec les éditions, enfin LBS Éditions, qui est une maison jeune, mais très dynamique, qui appartient au groupe Albin Michel, diffusé par Dilisco, avec à la tête un homme qui sait ce qu'il veut et qui mène tout à fait bien sa boutique. Et au départ, le premier roman, si tu veux, le premier livre fiction que j'ai écrit, c'est justement ce thriller-là. Je voulais me lancer dans les thrillers et c'est après que j'ai eu l'idée de faire une série espionnage. Effectivement, quand avec donc mon éditeur, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a décidé, il a décidé de faire passer le roman d'espionnage avant. Mais bon, chronologiquement, c'était dans l'autre sens. Mais le thriller, donc c'était quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps, pareil, depuis une dizaine d'années. Et finalement, je suis beaucoup plus à l'aise dans les livres d'espionnage. C'est pour ça que j'ai voulu faire une série que dans le thriller. Comme je te disais tout à l'heure, on n'en voit pas suffisamment, donc il faut un peu réhabiliter le livre d'espionnage. C'est pour ça que je fais l'espionnage. Le dealer, c'était le dealer, oui, enfin le dealer, oui, on peut parler de dealer aussi. Le thriller, oui, le thriller, c'est une autre forme de roman. La dynamique est un peu différente, mais en gros, on arrive, c'est un peu la même chose. Il y a une scène de crime, il y a une enquête, après il y a la résolution avec la chute. Bon, l'espionnage est un peu différent, mais disons qu'en gros, c'est un peu la même chose. Mais je suis beaucoup plus à l'aise dans l'espionnage que dans le thriller. Voilà. Donc, mais bon, ceci dit, Les Nuits de la Bête, c'est quand même un livre qui va marquer parce qu'il touche un milieu que j'ai plus ou moins approché quand j'étais dans la justice. Bon, je n'en dirai pas plus. Que j'ai beaucoup travaillé sur les manipulations mentales, sur les sectes, un peu ces organismes qui manipulent les gens, souvent avec de la drogue, tu vois. Pourquoi je parlais de dealer. Et donc, c'est à partir un petit peu d'une certaine expérience personnelle que j'ai écrit ce thriller. D'accord. Donc, c'est quand même très dépaysé. Pardon-moi. Oui. Non, pas de souci. Donc, un thriller, donc, si j'ai bien compris, tu l'as dit tout à l'heure, qui sortira donc courant mai de cette année, là, courant 2022. Et au fur et à mesure, après, derrière, s'en suivra la suite. Donc, des dossiers sécurisés.
Et justement, il y a Frédéric qui demande où est-ce qu'on peut trouver tes romans. Donc, je ne sais pas si tu as une page internet, un site internet, donc il y a un lien dans la description. Alors, bon, on les trouve, bon, les romans, donc ils sont édités par LBS Éditions, comme je te disais, donc distribués par Delisco, qui est le groupe Albin Michel. Tu les trouves dans toutes les librairies, hein, déjà d'une part. Ils sont référencés sur tous les sites et également sur les sites internet. Mais bon, comme je dis toujours, internet c'est bien, mais le libraire c'est mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à faire travailler les petits commerçants, à faire travailler les libraires, parce que ce sont des gens qui apportent beaucoup, qui apportent le plus aux auteurs et aux lecteurs. Donc, il ne faut pas hésiter. À Marseille, il y a des tas de librairies de haute qualité. Il ne faut pas hésiter à aller voir son libraire pour lui demander un petit peu. Bon, il tape Max Planet et il sort tous les livres, hein, donc sans aucune difficulté. Oui, soutenir nos libraires. Alors après, oui, pardon, excuse-moi. Après, il y a le site, bien entendu, Internet et Facebook LBS Éditions. Et il y a également un site qui s'appelle Au coin du feu chez LBS Éditions qui diffuse toutes les informations sur les dédicaces, les salons, tous les articles de presse sur les livres, sur la lecture, etc. etc. Voilà. Ok. Et pour les personnes qui veulent un livre dédicacé ou te rencontrer, où est-ce qu'on peut venir te rencontrer prochainement? Alors, justement, bonne question, bonne liaison, parce que justement, alors, on peut se mettre sur mon site, mon site personnel Max Canet sur Facebook. J'ai également un site qui s'appelle Les dossiers secrets de l'Élysée, dans lequel on reprend toutes les informations, donc sur les romans d'espionnage. Et sur le site LBS Facebook ou le site Internet et le site Au coin du feu de l'Élysée, toutes mes dédicaces sont annoncées par moi ou mon agent littéraire qui fait bien son travail et qui diffuse régulièrement mes dédicaces avant, pendant et après. Oui, donc là, tout le mois de mai, on verra. Hein, alors sur Marseille, bon, il y a pas plus Marseillais, j'ai des dates qui sont prévues, je ne les ai pas en tête, mais disons que là, jusqu'à la fin jusqu'au mois de juillet, je vais avoir une vingtaine de sorties, de dédicaces et de salons d'hiver en Bouches-du-Rhône et Var. D'accord. Effectivement, on l'a dit, hein, tu as de toute façon la description de ta page qui est dans la description. Voilà. Donc, ne pas hésiter à s'abonner à ta page, à regarder un petit peu, parce qu'effectivement, tu partages régulièrement où tu es. On a pu voir, effectivement, comme tu l'as dit, que tu as été en librairie du Prado, tu as été à la librairie du Vauban. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, de belles librairies que je tiens encore une fois à saluer ce soir et que je remercie pour ce qu'elles font chaque jour sur le groupe. Donc voilà, merci encore à toi, Max. As-tu déjà connu le syndrome de la page blanche? Très bonne question. Alors oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors oui, ça arrive effectivement, mais il ne faut pas s'inquiéter. Disons que la page blanche c'est un moment dans l'écriture, on est bloqué, on ne sait plus comment avancer, et ça peut être très douloureux pour l'esprit. Moi, comme je te disais tout à l'heure, il m'arrive de rester pas des heures, hein, ni des jours, mais parfois des heures, parce que le mot ne me convient pas, la phrase ne me convient pas, et puis ça ne fonctionne pas. Je te donne un autre exemple, Florian. Quand j'ai publié Blessures de guerre en 2014, c'est sur le drame, c'est une enquête journalistique sur l'explosion inexpliquée de la Maison des Têtes de Toulon. J'avais 1,5 mètre de documentation, d'interviews. Bon, c'est une enquête, hein. J'ai enquêté pendant 4 ans dessus, et je suis resté 3 mois devant mon clavier, ma page blanche, ça revient au même. Je ne savais pas comment faire pour démarrer. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure et ce que je disais. Je n'avais pas encore trouvé le plan du livre. Et une fois que j'ai trouvé le plan du livre, c'est parti tout seul. Alors, en ce qui concerne la page blanche, il peut y avoir une explication, c'est que l'écrivain qui se retrouve dans une page blanche, à mon avis, hein, c'est très personnel ce que je dis, c'est qu'en fait, il n'est pas totalement dans son histoire. C'est-à-dire, il n'a pas intégré tous les rouages, tous les mécanismes de son histoire, les tenants, les aboutissants, et surtout le déroulé de l'histoire. Parce qu'on a un roman en tête, en général on connaît le début, souvent on connaît la fin, mais au milieu, il faut meubler. Hein. Moi, un ouvrage comme Fomagata, enfin c'est le deuxième, l'affaire Fomagata, c'est quand même du 600 000 ou 700 000 signes, donc il faut quand même, c'est quand même long à écrire. Donc, le syndrome de la page blanche, c'est en fait l'auteur, le romancier qui n'est pas totalement dans son livre. Il n'est pas totalement dans son livre, il n'est pas dedans, et tant qu'on n'est pas dedans, on peut avoir comme ça des pauses plus ou moins longues, des espèces d'inhibitions qui font qu'on est bloqué devant la page. Mais une fois qu'on est vraiment dans son livre, qu'on a vraiment les personnages, qu'on a tout en tête, et surtout plus les personnages que l'histoire d'ailleurs,
bon, ça part tout seul, quoi. Et après, ça peut aller très vite. D'accord. On a atteint pratiquement la demi-heure de live, donc je vous remercie tous pour vos questions. Il y a encore quelques petites questions qui arrivent, mais est-ce que avant tu peux nous lire un petit extrait, puisque j'ai vu que la question a été posée. Donc de ton roman, le dossier secret de l'Élysée, l'affaire Kior, voilà, de façon à. Ben, je peux. Alors, oui, je peux. Je peux. Je suis un peu pris au dépourvu, j'avoue. Ben, je peux te lire le prologue si tu veux. Ah oui, bah c'est comme tu veux, hein. C'est ce que Le je vois la prologue. question. Alors, l'affaire Kior, l'affaire Kior, alors je dis en gros parce que c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est une affaire qui se déroule en 1965, donc, mais le point de départ de l'histoire, c'est la fin de la guerre, c'est décembre 44, avec les maquisards, et après, donc on fait un saut 20 ans plus tard, voilà. Alors, bon, je lis un peu le prologue, hein. Alors le prologue, il se déroule en 1944, hein. Le soldat allemand ne chercha pas à dégainer son arme. L'homme au béret lui assena. Excuse-moi, je recommence. Le soldat allemand ne chercha pas à dégainer son arme. L'homme au béret lui asséna un violent coup de hache sur la tête. Le tranchant de l'outil pénétra dans le crâne du militaire dans un horrible craquement. Un jet de sang fusa de ses oreilles. Le sous-officier s'affaissa d'un coup, puis il resta en position agenouillée, la tête vers l'avant, le liquide noir continuant à couler le long de son corps. À quelques mètres, son camarade gisait dans une mare de sang, une fourche plantée dans l'abdomen. L'homme au béret ramassa l'arme allemande et la glissa sous son manteau. Calmement, il rejoignit les 3 maquisards qui s'affairaient près de l'excavation, à grands coups de pelle pour enterrer les caisses. L'un d'eux se retourna brusquement vers le camion. Il se figea quelques secondes. La vue du massacre lui inspira un profond dégoût. C'était un combattant de l'ombre, pas un assassin. Il n'eut pas le temps de confier ses états d'âme. Dans le noir de la nuit, il ne remarqua pas le rictus de son compagnon au béret qui tenait le pistolet mitrailleur. Il n'entendit que le cliquetis d'une culasse, puis le claquement des balles qui filaient. Le résistant s'affaissa. Le tireur vida ensuite le reste du chargeur dans la tête des 2 autres maquisards. Puis, il s'approcha des hommes tombés à terre et donna 2 coups de pied sur les corps pour vérifier qu'ils étaient bien morts. Satisfait, il alluma une cigarette. À quelques mètres, près du camion, le corps du soldat allemand glissa sur le côté, la hache toujours plantée dans le crâne. Alors, c'est le prologue, c'est très dur, puisque ça se passe en 44. En fait, c'est une équipe ce ne sont pas des maquisards, ce sont des faux maquisards en réalité, qui attaquent un convoi allemand. C'est un convoi qui transporte le produit d'un pillage nazi, et c'est comme ça que l'histoire commence. Bon, après, c'est beaucoup plus cool quand même, hein. C'est pas du gore, c'est pas du sang, hein. Mais bon, voilà. Donc il y a d'autres extraits qui sont intéressants, c'est surtout, ce sont des aventures, hein. Ça se passe en 64, à 65, c'est l'espionnage, hein. Donc c'est pas uniquement des histoires de hache dans la tête, pas du tout. Alors là, c'est le prologue. Et c'est vrai que c'est très violent, mais après on comprend pourquoi c'est violent, puisqu'après quand on revient en 1965, on comprend que cette affaire-là, en fait, c'est une fausse affaire. Enfin, moi, je vais pas dévoiler le livre. Enfin, voilà. Voilà, donc c'est un livre donc, à découvrir, Les dossiers secrets de l'Élysée, l'affaire Kior. Donc encore une fois, merci pour cet extrait. Merci aussi pour la bande-annonce, d'avoir répondu à nos questions. Juste une dernière question et on va arrêter là. Il y a Frédéric qui nous demandait, est-ce que tu as des auteurs préférés? Alors, des auteurs préférés, en fait, j'aime toute la littérature, mais j'aime toute la bonne littérature. J'aime beaucoup les livres d'Émile Zola, j'aime beaucoup Zola, mais de l'autre côté, j'aime bien Marcel Pagnol, j'aime bien Boris Vian, j'aime bien Jacques Kerouac. En fait, j'aime toute la littérature, mais comme Albert Camus, bien entendu, mais j'aime surtout les bons livres, c'est-à-dire la littérature classique. J'ai lu tous mes classiques. Alors, des auteurs préférés, pas vraiment, j'en aurais trop. C'est un peu comme en matière de musique. Si tu me demandes mes musiciens préférés, j'en ai une vingtaine, donc ce sera un peu très compliqué quand même, hein. Mais bon, je lis moins parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai lu beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. Et donc, cette passion de la lecture m'est restée. Et j'espère en tout cas que ce que je voudrais dire en conclusion, si tu permets, Florian, d'abord, je te remercie de m'avoir invité. Je remercie tous les lecteurs qui sont là. Et je leur dis, au-delà du livre,
je leur dis, il faut continuer à lire, il faut continuer à prendre des livres, il faut continuer la lecture. La lecture, c'est le moyen de développer son sens critique et il faut le faire surtout pour les enfants. Hein, retirez-leur leur console de jeu, faites-les jouer une demi-heure, puis retirez-leur la console et faites-les lire. Parce que la lecture, ça apporte beaucoup de choses, ça apporte de la culture et ça permet, comme je disais, de développer son sens critique. Ça permet de réfléchir à un certain nombre de choses, alors que sur un écran, on ne peut pas le faire. Donc, il faut continuer à lire, il faut continuer à lire, il faut continuer à acheter des livres, il faut continuer à s'intéresser à la culture française, au patrimoine français, à la langue française, que je défends bec et ongles. Et c'est un peu le but de ce type de rendez-vous. Je te remercie, bien sûr, Florian, de m'avoir invité. Et je salue tous les lecteurs qui sont là ce soir et qui ont eu le courage de m'écouter. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie. On a passé un agréable moment. On va quitter sur ces mots-là, justement. Donc, comme l'a dit Max, hein, n'hésitez pas à lire. Voilà, lisez des livres, achetez vos livres en librairie, allez voir vos libraires. Voilà, c'est un réel plaisir. Et c'est vrai que voilà, nos amis libraires sont des vrais passionnés. C'est toujours un plaisir de les rencontrer. Ah ouais. Allez rencontrer les auteurs dans des salons, dans les librairies. Voilà. Aussi, ça fait toujours plaisir. Suivez la page de Max pour savoir prochainement s'il est près de chez vous. En tout cas, ça a été un réel plaisir, Max, de te recevoir ce soir. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à Nelly, qui a fait un travail remarquable aussi. Merci à toi, Nelly. Frédéric, Nelly, Lola, Émile, toutes les personnes qui étaient là ce soir. Merci à vous toutes, merci à vous tous. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau live. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à vous, Max. À bientôt, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, au revoir.